Il est 8h32 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Thomas Piketty. Bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre à mes questions ce matin. Vous êtes économiste, directeur d'études à l'EHESS, qui est l'école des hautes études en sciences sociales. Vous êtes considéré aujourd'hui comme un des plus grands économistes français et vos travaux sont d'ailleurs reconnus dans le monde entier. Travaux autour des inégalités. Vous êtes classé à gauche et vous venez de publier Ce que l'égalité veut dire. C'est aux éditions du Seuil. La taxe sur les riches. On a l'impression que c'est devenu l'alpha et l'oméga du débat politique aujourd'hui. C'est même probablement ce qui déterminera ou non le soutien d'une partie de la gauche à un gouvernement à venir. Et je voudrais d'abord qu'on essaye de comprendre ensemble de quoi on parle. La fameuse taxe Zucman. Zucman étant même un de vos élèves au départ. Il faut le dire, vous en êtes son mentor. La taxe Zucman, elle est au cœur du débat politique. D'abord, est-ce que ça passe ou est-ce que ça passe pas? Ici même, à ce micro, hier, le président du Sénat, Gérard Larcher, disait ça n'est pas possible. D'abord, ça n'est pas souhaitable, disait-il. Ça, c'est une question politique. Mais il disait même que ça ne passait pas le Conseil constitutionnel. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Non, ça c'est complètement faux. Enfin, on pourra revenir là-dessus, mais il ne faut pas se dissimuler derrière des arguments juridiques comme ça qui n'existent pas. Je pense que les Français, dans leur ensemble, tous bords politiques confondus, ont parfaitement compris que les milliardaires, les multimillionnaires, les centimillionnaires s'étaient enrichis beaucoup plus rapidement que la moyenne au cours des 10-15 dernières années. Et je veux dire, c'est vraiment spectaculaire. C'est-à-dire, si on prend les 500 plus grandes fortunes répertoriées par le magazine Challenge, qui n'est pas un repère de gauchistes. Qui est vraiment le nouvel étendard. Non, parce que les données beaucoup plus larges qu'on a en mêlant toutes sortes de sources confirment ça et même l'amplifient dès lors qu'on élargit la focale. Mais l'avantage, tous ensemble cette liste. Là, c'est que c'est très clair. C'est qu'on a 500 fortunes qui, d'après Challenge, en 2010, pesaient collectivement à peu près 200 milliards d'euros. Ils n'étaient pas pauvres, déjà, ça allait bien. Aujourd'hui, pèsent collectivement 1200 milliards. Les mêmes 500. Vous êtes multiplié par 6. Tout le monde comprend bien que le produit intérieur brut, le salaire moyen, le patrimoine moyen des Français n'a pas été multiplié par 6. Et donc, la proposition d'impôt plancher sur le patrimoine, qu'on appelle taxe Zucman, qui est vraiment, pour moi, la taxe Zucman, c'est vraiment le syndical, c'est-à-dire qu'on propose simplement de taxer à 2% par an les 1800 contribuables qui sont au-delà de 100 millions d'euros de patrimoine, qui correspondent en gros aux 500 familles des 500 plus grandes fortunes. C'est vraiment le minimum, parce qu'avec 2% par an, il faut bien voir que ces fortunes, d'après les données de Challenge, se sont enrichies de l'ordre de 7-8% par an, en moyenne, au cours des 15 dernières années. Donc, avec 2% par an, il faudrait un siècle pour juste revenir au point de départ de 2010, qui n'était pas un état de pauvreté pour ces personnes. Donc, si vous voulez, il y a vraiment une question de justice fiscale minimum. Et là, je pense que le bloc central, actuellement, en refusant cette perspective qui est vraiment le minimum syndical, est complètement à côté de l'histoire et nous met dans une situation intenable. Il faut Quand bien vous dites réaliser, minimum syndical, on peut préciser d'ailleurs qu'il y a un an, vous étiez favorable pour remonter les comptes de manière assez massive à l'idée d'une taxe de 10% sur les 500 plus grosses fortunes. Oui, je pense que cet enrichissement... Là, davantage. Bien sûr, mais c'est évident que... Et ça rapportait d'ailleurs beaucoup plus. Beaucoup plus. Cette mesure de 2%, qui donc rapporte grosso modo 20 milliards d'euros, puisque vous avez ces 500 plus grandes fortunes valent 1000 milliards, un peu plus, 1200 milliards. Si vous les taxez à 2%, ça rapporte en gros 20 milliards. Je crois que tout le monde voit que les ordres de grandeur sont très importants. C'est quelque chose, il faut se rendre compte que les économistes, Jean Pisani-Ferry, Olivier Blanchard, qui ont fait le programme d'Emmanuel Macron en 2017, et qui à l'époque demandait la suppression de l'impôt sur la fortune, militait pour la suppression de l'impôt sur la fortune, qui soutenait, Olivier Blanchard soutenait Nicolas Sarkozy 10 ans avant, donc vraiment des économistes très libéraux, disons, de persuasion. Maintenant, on signait une tribune avec Gabriel Zucman pour défendre cet impôt. Donc, si vous voulez, il y a eu un changement d'opinion, y compris chez les économistes qui conseillent les libéraux, qui est considérable. Et les politiques sont vraiment à la traîne. Le problème, c'est que Emmanuel Macron, Gabriel Attal, François Bayrou ou le nouveau Premier ministre n'ont visiblement toujours pas compris ce changement de réalité. Donc pour vous, c'est une évidence. Pour vous, c'est une évidence. Moi, c'est le minimum. Maintenant, je voudrais qu'on rentre dans les détails. Ce que répondait hier, encore une fois, le président du Sénat. Le Sénat, je le rappelle, a voté contre la taxe Zucman. Il donnait 3 exemples. Il donnait l'exemple de 3 entreprises françaises, Mistral, l'intelligence artificielle, Doctolib et Seb. Il disait, si la taxe Zucman est appliquée, toute la question c'est, qu'est-ce qu'on taxe? Est-ce qu'on taxe les revenus du patron,
En gros, j'essaye de faire simple, évidemment, je ne suis pas dans votre finesse d'économiste, mais si j'ai bien compris, soit on taxe les revenus, soit on taxe l'assiette globale en prenant en compte la valeur de l'entreprise. En tout cas, c'est comme ça. Oui. Prendre en compte la valeur de l'entreprise. Dans le cas, par exemple, d'une entreprise comme Mistral, la valeur de l'entreprise, elle est valorisée 14 milliards d'euros. Sauf que c'est théorique. C'est si un jour elle était vendue. Pour l'instant, ces 14 milliards, bien d'accord, ne sont pas dans la poche du patron de Mistral. S'il devait donc payer ces 2%, ça ferait 240 millions d'euros. Mais il ne les a pas. C'est très simple, il suffit de vendre 2% du capital de Mistral, par exemple, à ses salariés. Vous savez, d'abord, dans ces cas-là, le fait de devoir vendre une partie, il n'y a aucun problème. De l'outil... Au contraire, ça pourrait faire participer les salariés. Vous savez, la richesse, elle est toujours collective. C'est-à-dire, la richesse, ça suit pas, c'est pas quelques génies individuels ou un génie individuel comme ça qui a inventé tout seul l'ordinateur, etc. Enfin, ça marche pas comme ça. C'est des milliers d'ingénieurs, de techniciens, de salariés. Et bien, c'est l'occasion de les impliquer. D'ailleurs, moi, je pense que, indépendamment de cette redistribution des actions qui est très importante, cette redistribution du capital, il faudrait aussi qu'on ait en France, comme on a en Allemagne ou en Suède depuis les années 50, des droits de vote pour les salariés, pour leurs représentants au conseil d'administration, parce que les actionnaires, les patrons français voudraient garder tout le pouvoir pour eux. Bon, on peut les comprendre. Sauf que du point de vue de l'intérêt général, ça marche très bien, ce système qu'on a en Allemagne et en Suède depuis les années 50, où vous avez la moitié des droits de vote dans les grandes entreprises pour les représentants des salariés. Ça permet d'impliquer les salariés dans les stratégies à long terme de l'entreprise. Et c'est comme ça que ces pays ont construit la productivité par heure de travail la plus élevée du monde. Donc, d'un point de vue économique, en fait, partager le pouvoir, c'est une bonne chose. Donc, pour reprendre votre exemple... Bon, le pouvoir et l'argent. Oui, les deux vont ensemble, parce que le capital, c'est le pouvoir de décision, le contrôle aussi de sa propre vie. Enfin, c'est tout ça, c'est beaucoup plus que juste de l'argent. Donc, pour reprendre cet exemple de Mistral, moi, je ne sais pas qui possède ces 14 milliards d'euros de Mistral, si c'est une seule personne, 10 personnes, bon, je ne connais pas les détails. Mais dans tous les cas, quand vous possédez des milliards, ou même, là, en l'occurrence, plus de 100 millions d'euros, dans le cas de l'impôt plancher de 2%, est-ce que vous pouvez vous séparer de 2% de vos actions proportionnellement, enfin, vous voyez, il n'y a aucun problème. Vous pouvez aussi payer l'impôt en titre. Et ensuite, l'État... payer en titre, ça veut dire quoi? Ça veut dire, au fond, ça veut dire vous donnez à l'État... devient un actionnaire de votre entreprise. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Certains voudraient un fonds souverain en France, donc ça pourrait être l'amorce d'un fonds souverain. Certains défendent cette idée. D'ailleurs, je veux dire que plus généralement, cette question d'impôt, c'est d'abord une question de souveraineté. C'est-à-dire qu'un pays qui refuse de faire payer à ses plus riches citoyens le même impôt que les classes moyennes et les classes populaires, qui renonce à toute possibilité, c'est un pays qui abandonne sa souveraineté, c'est un pays qui va dans le mur. Parce que ça veut dire que vous faites perdre la confiance au reste de la population. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Et c'est ça qu'après, on se retourne sur d'autres boucs émissaires pour se consoler de ne pas réussir à avoir une politique juste. Mais pour revenir à ces titres qui sont payés à 2% à l'État, certains diraient on les met dans un fonds souverain. Moi, je serais plutôt pour dire on les met en vente aux salariés. Et on a bien compris que c'était une manière pour vous de participer, de faire participer les salariés à l'entreprise. Tout ça pour dire qu'il y a des solutions absolument, enfin toutes les excuses qui sont données, en fait, dès qu'on gratte un petit peu, on se rend compte que c'est simplement un refus. Pour vous, de c'est mettre un choix politique plutôt qu'un choix finalement économique. Est-ce que la dette, c'est grave? Alors, la dette, le niveau d'endettement qu'on a aujourd'hui est extrêmement élevé historiquement. Donc moi j'essaye toujours, sur toutes les questions économiques, de remettre les choses en perspective historique. Parce que c'est mon travail comme chercheur à la frontière entre histoire économique, économie historique. Et ce qu'il faut bien avoir en tête sur la dette, c'est que en gros, c'est la 4e fois dans l'histoire que la France atteint un tel niveau d'endettement. Et quand je dis ça, c'est pas pour dire que c'est une situation facile, parce qu'à chaque fois, ça a été des crises politiques considérables. Y compris des révolutions. La en première 1788. fois, c'est évidemment la Révolution française. Et en gros, c'est très comparable à aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a à peu près l'équivalent d'une année de revenu national. On avait eu un quoi qu'il en coûte, si on peut dire comme ça, pour aider notamment les États-Unis. Oh, c'est pas ça qu'avait fait la dette française. Non, ça coûte rien du tout. Ça a participé. Non. Les États-Unis, à l'époque, vous savez, c'est tout petit. C'est 2 millions d'habitants. Il y en a 30 millions en France. C'est insignifiant. Non, la dette française de l'époque, de l'ancien régime, un peu comme aujourd'hui. Elle a roulé. Vient du fait qu'en fait, on fait pas payer d'impôts aux aristocrates. Et on fait pas payer d'impôts aux plus fortunés. Et comme. Donc c'est la même question de la taxe des riches. Honnêtement, c'est très proche. Au fond, c'est toujours la même question. C'est très proche. Et vous savez, c'est à peu près 1% de la population, la noblesse. Tout le monde, d'ailleurs, n'est pas très, très riche, mais il y en a une partie qui l'est. Et finalement, ça va se terminer, évidemment,
avec l'imposition des aristocrates, aussi avec l'expropriation des biens de l'Église. Bon, la dernière fois que je suis venu vous voir, c'était pour vous parler de notre livre avec Julia Cagé sur une histoire du conflit politique, où on étudie beaucoup ces questions. Les questions de lien entre crise économique et crise politique. Et où on montre aussi, d'ailleurs, soit dit en passant, l'instabilité extrême du système de tripartition qu'on a aujourd'hui, qui est la raison pour laquelle on a toutes ces difficultés. Vous pensez que le clivage était davantage sain? Les deux autres expériences historiques, c'est à l'issue de chacune des deux guerres mondiales. Et là, c'est encore pire. C'est-à-dire, à l'issue de la Première Guerre mondiale, comme à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, on est entre 200 et 300% du PIB. Donc 2 à 3 fois plus aujourd'hui. Et on arrive à s'en sortir en 5-10 ans, c'est réduit à rien. Alors comment on fait ça? Il y a des mesures exceptionnelles d'imposition des plus hauts patrimoines privés, notamment un impôt exceptionnel sur l'enrichissement de 1945. D'après-guerre. Notamment de ceux qui se sont enrichis, en l'occurrence pendant la période de guerre. Il y a aussi, et ça c'est plutôt la bonne partie de l'affaire, il y a aussi malheureusement de mon point de vue beaucoup d'inflation. Parce que l'inflation c'est vraiment l'impôt sur le patrimoine des pauvres, qu'on a d'ailleurs beaucoup pratiqué en France ces dernières années. Parce que quand vous avez 10 ou 15% d'inflation, ceux qui ont pour seul patrimoine un peu d'épargne, en fait ils ont payé. Donc en France on a un impôt sur le patrimoine des pauvres qui prend deux formes, l'inflation, qui a été très brutale ces dernières années, et d'autre part la taxe foncière. La taxe foncière, oui, mais ça n'a pas été voulu. Vous avez l'air de dire ça comme si quelqu'un un jour avait dit vous savez quoi, en fait dans les outils qu'on a, on va mettre quand vous financez pas vos dépenses en demandant aux plus riches un effort, à la fin il y a toujours quelqu'un qui paye, et comme par hasard ça va être les plus pauvres. Je prends un exemple beaucoup plus explicite. Tous ceux là qui nous font des leçons sur le fait qu'il faut pas imposer les milliardaires, ils ont aucun problème avec le fait qu'on impose les classes moyennes et les classes populaires avec la taxe foncière, qui est un impôt extraordinairement injuste. C'est-à-dire si vous avez et qui a considérablement augmenté. Vous avez acquis une maison, un appartement qui vaut 200 000 euros. Mais en fait, mettons que vous êtes endetté à hauteur de 190 000 euros. En fait, vous possédez rien. Vous avez des remboursements qui sont équivalents au paiement d'un locataire. Vous payez la même taxe foncière que quelqu'un qui, avec le même appartement, n'aurait aucune dette et aurait 3 millions d'euros de patrimoine financier. Est-ce que c'est normal? Simplement, ce système a été mis en place pour le coup au moment de la Révolution française, où les patrimoines financiers n'avaient pas l'importance qu'ils ont aujourd'hui. On l'a jamais fait évoluer. Et ça pose aucun problème. Si vous voulez, on peut se retrouver à payer de la taxe foncière, y compris quand on a très peu de revenus. Pardon de vous ramener à la question de la dette, mais vous avez dit ça n'est que la 4e fois qu'on a une dette aussi considérable. Alors, c'est pas forcément rassurant de se dire ça. On est quand même d'accord. Alors vous avez raison. Alors revenons-en aux solutions qui ont été adoptées dans l'histoire. La leçon générale de toutes ces expériences historiques, d'abord, il faut qu'on invente nos propres solutions. C'est aucune des solutions qui a été prise, que ce soit la Révolution française après les deux guerres mondiales, n'était parfaite, et donc il s'agit pas de reproduire, mais on peut s'inspirer. Est-ce que vous souhaitez une révolution d'ailleurs? Parce qu'au fond, quand vous dites la dette a conduit à la révolution comme une forme finalement de Moi, je préfère ça qu'on fasse ça tranquillement au Parlement. Ça a résolu la question finalement dans un sens, puisque ça a changé le modèle fiscal, le modèle démocratique et tout. Sur le fait d'arriver à l'égalité des droits politiques, en tout cas pour les hommes, en l'occurrence. Est-ce qu'aujourd'hui, lorsque vous voyez le mouvement, alors même si il n'a pas eu l'ampleur que certains, peut-être de ses instigateurs espéraient, le mouvement Bloquons tout, est-ce que vous vous dites des mouvements de ce type qui pourraient être amenés à se répéter sont souhaitables si c'est la manière de sortir de cette situation? Les mouvements sociaux ont toujours accompagné les mouvements politiques et moi je crois évidemment dans l'élection, dans le vote au Parlement de meilleures lois, Vous n'étiez pas dans la rue le 10 système fiscal. En l'occurrence, j'étais pas dans la rue le 10. C'est vrai que moi j'ai plutôt tendance quand même à penser qu'on a besoin d'institutions collectives, en particulier de syndicats, pour donc vous y serez organiser peut-être le 18 social. J'y serai sans doute le 18. J'y étais de nombreuses fois au moment des débats sur les retraites. Il faut bien être conscient du fait qu'aujourd'hui on a un principe d'égalité devant l'impôt qui est violé par le fait que les plus riches, en particulier les milliardaires, paient un taux d'impôt sur le revenu qui est de quelques pourcents, là où les classes moyennes supérieures vont payer 20, 30, 40%. Et en fait, la violation de nos principes constitutionnels d'égalité devant l'impôt, elle est ici. Et donc ceux qui vont utiliser la Constitution pour dire « Ah non, on peut surtout pas résoudre ce problème parce que ce serait violer la Constitution », c'est vraiment... Là, franchement, il faut pas comme ça utiliser le droit pour perpétuer des injustices. Et là, je pense que ça, c'est une énorme erreur. Oui, je reviens et vous donnez maintenant la réponse à ma première question. Je vous repose donc la deuxième, mais c'est très intéressant d'avoir enfin compris effectivement que pour vous, c'est au fond une manière de se cacher derrière le droit, j'ai envie de dire même pour une fois, et de manière pour vous vicieuse. Si je reviens, c'est ma métaphore. Si je reviens à la question de la dette, ce soir il y a une échéance, la notation de la France qui va être rendue par l'agence Fitch. C'est une des grandes agences de notation qui font en quelque sorte la pluie et le beau temps sur le coût de l'argent, le coût de l'emprunt, le coût de la dette à l'international. Est-ce qu'il faut
en attendre plus? Enfin, est-ce qu'il faut se dire oui, c'est terrible, il va peut-être ce soir, on va être dégradé, ou est-ce qu'au contraire, il faut se dire en fait, ce n'est ce n'est qu'un épiphénomène et ça n'a pas tant d'importance. J'entendais. Oui, le drame. J'entendais avant de passer au plateau votre chroniqueur Emmanuel Le Chip qui disait il faut arrêter d'hystériser le débat. Il a raison. Il a raison. C'est-à-dire que la France, pour résumer, la France n'a jamais été aussi riche. Je veux juste rappeler un autre élément historique. La dette, c'est vrai, est passée à un peu plus de 100% du PIB. On était à 20 ou 30% dans les années 70. Les patrimoines privés en France étaient à même pas 300% du PIB dans les années 70, sont aujourd'hui à plus de 500% du PIB. Donc les patrimoines privés, ce que possèdent les Français, net de toutes leurs dettes, a beaucoup plus augmenté que n'a augmenté la dette publique. Donc collectivement, si on additionne les patrimoines privés et les patrimoines publics, en fait, le patrimoine national, y compris en pourcentage du PIB, a énormément augmenté. Quand on prend l'ensemble, c'est-à-dire public et privé. C'est pour ça que quand on essaye de faire peur en disant « Regardez, vos pauvres enfants, ils vont recevoir que des dettes », mais pas du tout. Certains vont recevoir beaucoup d'héritage. Et en fait, au total, ce qu'on va laisser à nos enfants, patrimoine privé et patrimoine public confondus, n'a jamais été aussi élevé. Donc là, si vous voulez, il y a une absence de perspective. Épouvantail politique de la dette. Oui, et puis surtout là, il y a des erreurs juste économiques, c'est-à-dire considérer isolément la question de la dette publique sans regarder la question des actifs publics, des patrimoines privés, regarder l'ensemble. C'est en plus faire une erreur historique considérable. Parce que ce que je veux rappeler à nouveau, c'est que dans tous les épisodes historiques où on a eu des dettes de ce niveau, et pas seulement en France, en Allemagne, au Japon, dans tous les pays qui ont connu ça, à un moment, on a besoin de solutions exceptionnelles qui passent par une mise à contribution des patrimoines privés. Alors, je dis pas que c'est simple, ce sont des luttes sociales et politiques considérables, parce qu'évidemment, quand vous dites ça, tous les gens, mettons qu'on 500 000 euros, 1 million d'euros, se disent, non mais attendez, les milliardaires, ils payent rien, et moi, on va me mettre à contribution. Donc vous avez absolument besoin, c'est pour ça que vous avez absolument besoin de mettre à contribution, pour commencer, le très haut, parce que sinon, qui va accepter en France aujourd'hui de faire des efforts? Enfin, vous vous rendez compte quand même que le gouvernement Bayrou était prêt à augmenter les impôts sur tous les retraités dépassant 1500 ou 1600 euros par mois. Enfin, c'était 20 000 euros par an. Il disait, voilà, ceux-là, vraiment, ils sont riches quand même. Hein, c'est des retraités privilégiés. Vous vous rendez compte, ils ont plus de 1600 euros. Donc eux, je vais les faire contribuer. Mais par contre, 2% par an sur ceux qui possèdent plus de 100 millions d'euros, ça c'est inconstitutionnel, c'est une expropriation. Mais attendez, il y a un manque de bon sens. Excusez-moi, mais je ne sais pas sur quelle planète. Pardon, en fait, je vais faire une petite cloche. Alors allez-y. Et quand on me dit bon sens, je vais sonner la cloche. Okay. Parce que vous me dites tous bon sens. Que vous soyez de droite, de gauche, économiste ou chef d'entreprise, vous me parlez tous de bon sens. Alors stop, pas bon sens. Très bien. Alors, je voudrais simplement, Thomas Piketty, une autre question. Lorsque François Bayrou dit, au fond, la dette, c'est la faute des boomers. C'est le confort même, dit-il, des boomers. Est-ce qu'il a raison? Est-ce qu'il a tort? Je vous dis, ce que manque complètement François Bayrou dans son analyse, c'est le fait que tout le monde n'est pas égal face à cette situation. C'est-à-dire que c'est pas juste une question de génération, c'est à l'intérieur de chaque génération, vous avez des personnes qui vont recevoir 1 million d'euros d'héritage, d'autres qui vont recevoir 0. Et donc, ce raisonnement qui oublie complètement toute notion de classe sociale, de disparité entre les couches sociales ne fonctionne pas du tout. Donc, vous voulez pas du terme bon sens, je vous parle de déconnexion. C'est-à-dire que quand vous êtes prêt à expliquer aux Français que toutes les personnes, et en l'occurrence tous les retraités au-delà de 1600 euros vont devoir payer, mais que par contre c'est impossible de faire payer 2% par an à des personnes qui ont plus de 100 millions. Mais vous voyez, et que par ailleurs, les gens voient qu'ils ont plus de généralistes, qu'ils n'ont pas les ressources qu'il faut pour les soignants dans les hôpitaux, qu'ils ont pas de place dans les IUT, les BTS pour leurs enfants. Et que donc les services publics, à l'arrivée, l'avenir de la France. La France est un pays riche. Aujourd'hui, la France a l'une des plus fortes productivités au monde. C'est-à-dire le PIB par heure travaillée en France, c'est de l'ordre de 60 euros. Chaque heure travaillée. C'est-à-dire que quand on bosse très bien. Qui est le niveau qui est un tout petit peu plus bas que le niveau allemand ou suédois, qui est l'équivalent du niveau aux États-Unis, parce qu'on raconte énormément de bêtises sur ces comparaisons. On oublie de prendre l'indice des prix. On oublie le fait que les prix sont très élevés aux États-Unis. C'est comme si quelqu'un comparait les salaires en oubliant l'inflation. Si on prend en compte la parité de pouvoir d'achat et qu'on divise par le nombre d'heures travaillées, la France est un pays des plus productifs du monde. La moyenne mondiale, pour avoir la tête, c'est 14 euros. En Afrique subsaharienne, c'est 4 euros. Si on veut continuer dans cette voie, c'est en investissant dans la formation, dans le capital humain. C'est-à-dire que, vous savez, l'Europe et la France ont déjà surclassé les États-Unis en termes d'indicateurs de santé publique. Donc il faut bien investir. Pour investir, il faut avoir des sous. Il faut maintenant surclasser les États-Unis en termes de formation, de productivité. L'Europe a les moyens pour cela. Et pour ça, il faut sortir de ces discours hystériques où en fait on s'enferme dans le déclin comme si on aimait ça. Il y a quand même une question que je voudrais vous poser aussi sur cet indicateur, les Français qui épargnent, qui n'ont jamais autant épargné. Alors d'un côté, ça veut dire aussi qu'il y a des Français qui ont les moyens d'épargner, mais de l'autre, ça veut aussi dire que cette incertitude fiscale
les inquiète aussi et qu'ils mettent de côté en se disant je ne suis pas sûr que demain j'aurai les moyens de faire ceci ou cela. Donc est-ce que vous prenez en compte aussi cet aspect psychologique? Bien sûr, mais alors c'est pas l'impôt sur les milliardaires qui leur fait peur. Ce qui leur fait peur, c'est évidemment le financement du système de santé, le financement du système d'éducation, le financement des retraites. Et je pense que pour le coup, on aurait besoin là aussi sur les retraites. Je pense qu'on devrait avoir un système plus universel, plus simple. C'était discuté il y a quelques années, mais aussi beaucoup plus juste. Et ça, c'est pas du tout la voie qui a été prise ces dernières années pour rassurer les Français. Après, cette épargne très importante, ça montre aussi que lorsqu'on essaye de faire peur aux Français en disant regardez, toutes nos entreprises vont être rachetées par le reste du monde si jamais on met à contribution les milliardaires, c'est complètement faux. Parce qu'en fait, il y a des Français, notamment les salariés dont je vous parlais tout à l'heure, qui seraient tout à fait prêts à devenir actionnaires de leur entreprise. Plutôt que d'épargner, à acheter des actions éventuellement et à participer à leur entreprise. Souvent à l'étranger, parce qu'on est dans une situation où, si vous voulez, il y a une bonne partie des actions de la dette publique qui est détenue par le reste du monde, mais nous-mêmes, on détient énormément dans le reste du monde. Au total, ça s'équilibre. Je veux aussi rappeler que la balance des paiements en France, aujourd'hui, sur les revenus du capital, est excédentaire. C'est-à-dire, on reçoit plus de revenus du capital du reste du monde qu'on en verse. Ça, c'est très important, parce que quand les gens nous disent le FMI, etc., mais jamais le FMI n'est intervenu dans un pays qui a une balance des paiements excédentaire du point de vue des flux de revenus du capital. Donc ça aussi, c'est une sorte d'épouvantail. On est en plein délire. Le taux d'intérêt sur la dette, on va se faire peur en disant c'est terrible, on est à 3,6, l'Italie est à 3,5. Mais avec une inflation à 2%, c'est le taux d'intérêt réel le plus bas qu'on ait jamais vu en 2 siècles. Merci Thomas Piketty. Il y aurait encore mille choses à dire, mais c'est extrêmement intéressant d'avoir pu parler économie avec vous dans ce moment où on le sent bien, c'est au cœur finalement peut-être d'une forme de retour d'un clivage. Il y a un clivage autour de ces questions-là. Vous appeliez presque à la fin du tripartisme. On le retrouve sur l'économie. Thomas Piketty, ce que l'égalité veut dire. Votre dernier livre, il est paru aux éditions du Seuil. Il est 8